Paris, dans le très chic 6e arrondissement. Le restaurant Quinçou, une étoile au guide Michelin depuis 2017. À sa tête, Antonin Bonnet, un chef cuisinier qui a fait ses armes auprès des plus grands. Ce matin, il va faire son marché. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il se fournit à 50 mètres de là, dans sa propre boucherie-charcuterie. On va prendre les saucisses aux herbes. Pour moi, c'est gros souvenirs d'enfance et puis gustativement, je trouve que c'est super plaisant, quoi. Ça va aller pour ce midi, je pense. Voilà. Ces saucisses aux herbes sont confectionnées dans l'arrière-boutique par les équipes d'Antonin. Résultat, le chef est assuré de leur qualité. Là, on connaît 100% oui, des produits qui sont à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est de la viande, des blettes, de l'ail, du sel, du poivre, des épices. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a rien. C'est très simple en fait comme production. C'est parti. Retour au restaurant avec des saucisses toutes fraîches et 100% naturelles. On est bon. Au menu du midi, petits pois et fèvettes avec son bouillon de cosse et ses girolles. Asperges à la confiture d'algues, fleurs de bleuet. Rouget avec sa bouillabaisse au kimchi. Et parmi ses plats raffinés, la fameuse saucisse. Surprenant pour une table étoilée. C'est les clients qui m'ont dit mais t'as les saucisses extraordinaires, pourquoi tu les mets pas à la carte? Je dis bah on a une étoile quand même. Ouais, on s'en fout, allez on y va. Je suis ok. Un mets simple que le chef sublime d'une poêlée de girolles et de mousserons sur une crème d'oignon fumé, ketchup de noix et la touche finale de généreux copeaux de truffes. La saucisse trouve ici ses lettres de noblesse. De quoi surprendre une clientèle venue de loin. Ce couple vit en Californie. Have you ever seen a sausage like this? Never, absolutely never. It's broader than just a sausage. It's excellent. It's really wonderful. Worth the journey. Antonin Bonnet a réussi une saucisse d'exception. Mais traditionnellement, c'est un produit populaire, très apprécié des Français. On vous la conseille. Voilà. La saucisse est un des fleurons de notre patrimoine gastronomique. La saucisse de Toulouse, c'est notre fierté. On la respecte quand on la fabrique et on la respecte quand on la manipule. Chaque région de l'Hexagone se prévaut de sa saucisse. La Morteau ou la Montbéliard en Franche-Comté, la saucisse de Toulouse, la Dio de Savoie, le Cervelat de Lyon, la Fricadelle dans le Nord, la Figatelli de Corse et l'une des plus connues, la Knack d'Alsace. À la fois fondante et craquante. L'Alsace, on la reconnaît par sa knack. Certains fabriquent encore à l'ancienne et font tout eux-mêmes. De l'élevage du cochon à la transformation à la ferme. Chez moi, tout est bon. Les Français mangent 156 000 tonnes de saucisses. Alors pour remplir les rayons des supermarchés, les industriels fabriquent en masse. Et sur certaines étiquettes, on est très loin de la recette de grand-mère. E450, E451, E250, E262. Non mais là, ça, faut pas du tout. Pas du tout. Alors comment être sûr d'acheter une saucisse de qualité? Faut-il miser sur les bouchers charcutiers? Chez certains, on est loin du fait maison. 80% des bouchers ne fabriquent pas de charcuterie, ils n'ont pas de laboratoire, ils n'ont pas de structure. À partir de 3 € dans les supermarchés jusqu'à 30 € le kilo chez certains bouchers charcutiers, comment effectuer son choix? Peut-on encore manger de la saucisse au bon goût d'antan? Et voilà. L'Alsace, le berceau de la Knack, appelée aussi saucisse de Strasbourg.
En Alsace, c'est la Knack, la Wurst, comme on dit. Hein. Ich hätte gern 2 Perle Wurst. Je voudrais bien 2 paires de Wurst. La Knack est la saucisse alsacienne la plus connue des Français. Il s'en vend 6000 tonnes chaque année. Elle tirerait son nom du verbe allemand knacken, qui signifie craquer, comme le bruit que fait la saucisse quand vous mordez dedans. On parle du knackant de la Knack. Pour percer le mystère de cette saucisse, il faut s'enfoncer dans la campagne jusqu'au village de Masevaux en Alsace. Au cœur du parc naturel des Vosges, une ferme, nichée en pleine nature. Son propriétaire, Jérôme, est une espèce rare. Il fait partie des derniers paysans français à élever ses cochons, fabriquer sa saucisse et la vendre à la ferme. Un élevage plein air, selon des méthodes traditionnelles. D'ailleurs ici, la petite centaine de cochons fait presque partie de la famille. Du coup, on a de la chance. Tu te mets à plat ventre dessus, comme ça. Jessie. Ah, allez, tiens-toi. Non, on a les pattes. Ça marche pas toujours. Hein. Là, elle est en chaleur, donc elle se laisse grimper comme si c'était le Vera. Pas très agressif. Hein. Les cochons de Jérôme vivent dehors 8 mois de l'année. Bah, ils ont de l'espace, hein, c'est surtout ça. De l'espace et ils ont de quoi faire toute la journée. Ils vont aller fouiller, mais ils vont aussi manger, grignoter un peu du bois, jouer avec du bois. Allez, cochons! En mangeant ce qu'ils trouvent dans la nature, ces cochons seraient plus riches en oméga 3, oméga 6 et vitamine E, des substances bénéfiques pour la santé du consommateur. Rajoutez à leur alimentation des céréales bio et vous obtenez une viande 4 étoiles. Bah, la viande, elle est plus ferme et le gras aussi. Moi, je pense que le stress joue beaucoup dans la qualité de la viande. On a eu des retours clients, des clients qui n'avaient pas d'autre choix que d'acheter de la viande industrielle et qui voient vraiment une différence. À la cuisson, ça perd de l'eau, le gras, le goût du gras aussi. Donc, tout ça, c'est lié. Pendant les mois d'hiver, les cochons restent à la ferme, dans un enclos, avec une courette extérieure comme l'exigent les normes de l'agriculture biologique. 3 mètres carrés par porc, contre moins d'1 mètre carré en conventionnel, sans compter les câlins quotidiens de Lily et Margot. Pour maîtriser l'élevage de A à Z, Jérôme s'est lancé dans la reproduction. Depuis 3 ans, 200 porcelets ont vu le jour. Ben là, ils ont mis bas il y a moins d'1 semaine. Et il y a une tripotée de petits. De voir ça, des petits qui galopent, c'est extraordinaire. Les premiers porcelets qui sont arrivés, on s'est dit il faut qu'on continue. Ici, pas de cage pour les truies. Elles mettent bas et allaitent en liberté. Une méthode extrêmement minoritaire en France. En industrie, elles sont entravées quelques jours avant la mise bas. Et ensuite, elles sont bloquées quelques semaines après pour justement rester statiques et pas écraser leurs petits. Après la naissance, les porcelets grossissent pendant 8 mois avant d'aller à l'abattoir, contre 6 dans l'élevage conventionnel. Une qualité qui a un prix. Les cochons de Jérôme coûtent plus cher à produire. 370 € contre environ 150 pour un cochon conventionnel. Alors pour que son élevage soit rentable, Jérôme a eu une idée. Éviter les intermédiaires et faire tout lui-même. Jérôme est boucher charcutier. C'est lui qui transforme la viande de ses cochons. Donc là, c'est le jambon. Il utilise quasiment tout le cochon, soit en boucherie, soit en charcuterie. Une de ses spécialités, la Knack, la fameuse saucisse d'Alsace. Il a accepté de nous livrer la recette. Donc là, je prépare la noix pour les escalopes. Et en la préparant, j'enlève des pièces de viande qui vont aller pour la saucisse. Ceux qui sont moins tendres, moins jolis, souvent moins jolis, mais ça reste de la viande. Les tendons, les veines, ils ne vont pas aller dans la saucisse. Une façon de travailler comme à la ferme. Un univers que ce fils de paysan connaît bien. Ça faisait partie du rituel de la famille. On tuait le cochon à la maison, nettoyait les boyaux, faisait le boudin,
et toute la charcuterie qui va avec. C'était avec ma grand-mère, donc ma grand-mère et mon père, donc très très rustique, mais c'était chouette. Je suis né dans la saucisse, mais à la ferme, avec les cochons. À la viande, Jérôme ajoute le gras de l'épaule ou de la poitrine. Un gras intramusculaire, meilleur que le gras du dos, et dosé avec parcimonie. Donc là, c'est la viande, 7 kg, donc viande maigre. Et là, c'est le gras, 1,6 kg. Au final, dans les knacks de Jérôme, il y a seulement 17% de gras. Beaucoup moins que dans les saucisses d'antan, qui pouvaient en contenir jusqu'à 50%. Mais ce n'est pas tout. Il rajoute un dernier ingrédient plutôt inattendu, de la glace. Alors là, je prépare la glace pour les knacks. Ça permettra de refroidir la mêlée tout à l'heure. C'est obligatoire, c'est pour tout ce qui est pâte fine, donc les pâtes à glace. Ces 15% de glace s'évaporeront en grande partie pendant le fumage et la cuisson. Jérôme rajoute ensuite du citrate de sodium, un produit bio pour aider à lier la viande et le gras, du sel et des épices. Voilà, on va mettre tout ça ensemble. Cette machine est indispensable pour réaliser des saucisses à pâte fine. Voilà, cette machine, qu'est-ce que c'est? C'est un cutter, donc un broyeur à haute vitesse. Et on va broyer tous les ingrédients. C'est vraiment pour le broyage très fin. Un mixeur de compétition, dont les couteaux tournent à 3000 tours minute. C'est à cause de cette cadence infernale qu'il faut ajouter de la glace. Sinon, la viande brûlerait et ne se mélangerait pas au gras. À force de tours, la viande se transforme en une sorte de yaourt, couleur fraise. On parle d'émulsion. Et pour la réussir, il faut un sacré coup de main. C'est une des saucisses où c'est le plus compliqué en mise en œuvre. Ouais. Les autres, c'est une farce mélangée à la main, hachée mélangée à la main. Ça, là, il y a déjà un peu plus d'ingrédients. Et en plus, il faut avoir quelques talents de basketteur. C'est parti maintenant pour l'embossage. Comprenez la mise en boyau. Et pour toute knack qui se respecte, c'est un boyau naturel de mouton. Ça donne presque faim, hein? Prochaine étape, le fumage. Jérôme utilise de la sciure de bois de hêtre. C'est forcément fumé, ça ramène du goût. Et puis du coup, chez nous, ça va mettre la couleur aussi. Sinon, il faut les colorer. Et 1h30 plus tard... Elles auront une belle couleur, là. Donc on va les mettre à cuire dans l'eau. Car ce n'est pas encore fini. Une belle knack artisanale demande presque 5 heures de préparation. Un bain d'eau chaude. 20 minutes, 70 degrés dans l'eau. Et un bain d'eau froide. Et voilà. C'est enfin prêt. Dans l'eau froide. Reste à passer le test fatidique, celui du knackant. Ah ben voilà, ça knack. Top. Très content. Les clients aussi. Aujourd'hui, Jérôme tue 120 cochons par an, contre 9 à ses débuts il y a 10 ans. Une croissance fulgurante, car ses clients sont devenus accros aux saucisses. Oui, salut. Oui, bonjour, bonjour. Qu'est-ce qu'il fait? Ben oui. Chaque samedi, Jérôme vend ses saucisses à la ferme, aidé par sa femme Élise. Une centaine de clients se pressent dans le magasin. Même les chèvres font leur marché. À 14,50 € le kilo, les knacks ou les viennoises, comme on dit ici, font des heureux. Voilà, bonjour, s'il vous plaît. Bonjour, alors il faudrait 6 viennoises. 6 viennoises. Et vous les trouvez comment, les viennoises? Excellent, les petits enfants prennent ça, voilà. Pour le goûter? Tranquille, oui, ça arrive. ça arrive. 20 km aller, 20 km retour. Et tout simplement, c'est par rapport à la qualité que je ne trouve pas. Mais même chez les bouchers, on ne trouve pas cette qualité, mais je pense que c'est à la base déjà les ingrédients qui sont différents. 6, 7, 8, 9, 10. Là, par rapport à celles qu'on achète dans les supermarchés, ça n'a rien à voir. Je sais comment elles sont fabriquées, j'ai vu les cochons gambadés, je sais ce qu'il y a dedans et on sent que c'est fait avec de la viande. Les clients de Jérôme sont des privilégiés.
ils peuvent acheter une Knack d'exception à côté de chez eux. Mais la majorité des Français ne se fournit pas à la ferme. Aujourd'hui, 96% des saucisses à pâte fine sont achetées en grande surface. Dans les rayons, une dizaine de marques rien que pour les Knack. Le leader français, Erta, avec sa Knacky à 5,60 € le kilo. Un mastodonte qui représente plus de la moitié du marché. En France, il se vend 7 paquets de Knacky chaque seconde. Loin derrière, les marques de distributeurs les moins chères, à 3 € le kilo. Et les PME régionales, alsaciennes notamment, comme Pierre Schmitt et sa filiale Stoeffler, entre 14 et 19 € le kilo. Des dizaines d'industriels qui ont tous décliné nos demandes de tournage. Tous, sauf un. À quelques kilomètres de Strasbourg, dans le village d'Ittenheim. L'entreprise Metzger-Müller fête cette année ses 84 ans. Son patron, Daniel Müller, appartient à la 3e génération. Cette belle réussite familiale a commencé dans cette petite charcuterie. Aujourd'hui, Daniel Müller emploie 60 salariés et fabrique 1000 tonnes de saucisses par an. 250 fois plus que Jérôme. Bonjour, tout va bien? Il y a la viande qui arrive, là, je vais le camion. On a commandé beaucoup de viande ce matin? Oui, beaucoup. Ah ouais, c'est bien. Les quantités de viande non plus n'ont rien à voir. Chaque jour, 4 tonnes de viande est livrée de l'abattoir voisin. Du porc exclusivement français. Mais il vient d'élevages conventionnels, beaucoup plus importants que celui de Jérôme. Car ici, on voit tout en grand. Pour faire les Knack, on travaille par bac de 100 kg. Alors là, on va prendre l'épaule de porc. Hein. On va mettre la quantité définie par la recette. 2 tiers de viande de porc et 1 tiers de gras. Soit 30% de gras, presque 2 fois plus que la Knack de Jérôme. Et ici, on utilise le gras de Bardière situé sur le dos du cochon. Un gras plus dur que celui de la poitrine, mais qui a un gros avantage. Il est 2 fois moins cher. Dernier ingrédient, du bœuf. Environ 10% de la quantité totale de viande. Un élément que n'utilise pas Jérôme, mais qui fait partie de la recette traditionnelle. Et là, c'est prêt. On n'a plus qu'à envoyer à la mêlée, qui lui va le travailler pour le terminer. Ensuite, la fabrication de la Knack suit les mêmes étapes, mais en 10 fois plus grand. Le fameux cutter version XXL et la glace dans les mêmes proportions, 15%. Résultat, cette même pâte collante, pas franchement appétissante, qui fera la chair des Knack. Vient ensuite l'embossage en boyau naturel, puis le fumage. Et ici, il n'y a pas une, mais 6 machines qui peuvent contenir 190 kg de saucisses chacune. Et elles sont ultra performantes. Cette machine nous permet de sécher, fumer et cuire. Une machine pour 3 opérations. C'est autant de manutention en moins et de temps de gagné. Au final, de la découpe de la viande à la cuisson, la fabrication de la Knack prend 2 fois moins de temps que chez l'éleveur et coûte donc moins cher à produire. Mais la saucisse Metzger-Müller doit elle aussi réussir l'épreuve finale. Et voilà, la Knack est cuite. Donc c'est un produit extraordinaire, il a le goût et le bruit. Reste à refroidir les Knack et les mettre en barquette. Elles vont ensuite rejoindre les rayons des supermarchés du Grand Est. Le prix, environ 18 € le kilo. Le haut de gamme de la saucisse de supermarché. Mais la qualité est-elle vraiment à la hauteur? Knack fumé au bois de hêtre dans un boyau naturel, Metzger-Müller reste une entreprise à taille humaine, à la frontière entre l'artisanal et l'industriel. Pourtant, elle n'échappe pas à certaines dérives de l'agroalimentaire. Retour en arrière à l'étape du cutter. Dans ce bol, des condiments et des épices. Mais ce n'est pas tout. On trouve aussi des additifs. Du sel nitrité favorisant le cancer,
et aussi des phosphates. Il peut y avoir des phosphates, oui. Donc c'est ce qui permet de lier et de donner le côté craquant de la saucisse. Et est-ce que c'est possible d'en faire une snack sans phosphate? Oui, c'est tout à fait possible, mais vous n'aurez pas le craquant. Ah oui. Ça va être mou, comme un flan. Du flan de knack, pas très ragoûtant. Pour l'éviter et obtenir ce craquant si recherché, il faudrait donc ajouter du phosphate. D'ailleurs, la majorité des fabricants l'utilisent. On le trouve inscrit sur la plupart des paquets sous le nom de diphosphate ou triphosphate. Il se cache aussi sous son nom de code, E450 451. Mais alors comment fait Jérôme? Notre paysan charcutier ne met pas de phosphate dans ses knacks. Et pourtant elle craque. Jérôme nous dévoile une autre utilité de cet additif. Les polyphosphates servent à retenir l'eau dans la knack. Mais moi, j'en mets pas et l'eau qui restera dedans sera celle que la viande arrive à retenir. Lors du fumage et de la cuisson, les saucisses perdent leur eau. Pour nous le prouver, Jérôme réalise un test. Il compare le poids de ses knacks avant fumage 1,326 kg à leur poids après fumage. Verdict. Bon, on va faire notre test. Donc là, elles ont perdu 120 grammes sur 1,3 kg avant. Donc ça fait plus ou moins 10%. Donc elles ont perdu les 3/4 de leur eau. Et avec polyphosphate, elles seraient certainement restées. Ou au moins une grosse partie. Et lorsque Jérôme compare les prix, surprise. C'est énorme, hein. Ça fait quand même 1,70 € sur un peu plus d'1 kilo de perte. Enfin, qu'on pourrait gagner si on mettait des polyphosphates. On vend l'eau au prix de la viande. C'est pas mal. À cause des phosphates, le client achèterait de l'eau au prix de la viande. Une information étonnante que nous souhaitons vérifier. Au sud de Paris, à l'université Paris-Saclay, Raphaël Aumont, chercheur en cuisine moléculaire, va nous démontrer les super pouvoirs des phosphates. Là, la petite expérience, c'est de vous montrer qu'en fait, en rajoutant des phosphates, eh bien, cet agent-là va permettre de lier l'eau et la viande et faire un produit qui se tient, qui paraît complètement uniforme, mais on n'a pas l'impression même à l'œil qu'il y a eu de l'eau rajoutée. Et vous allez voir que la quantité d'eau qu'on peut ajouter grâce à ce produit est assez remarquable. Dans cette viande, je vais ajouter de l'eau. On va regarder comment ça se comporte. Là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle ça déphase. Il y a des morceaux de viande et puis des morceaux d'eau. Ça ne va jamais faire quelque chose d'homogène. Là, on a déjà mis 200 ml d'eau pour 500 g de viande. C'est monstrueux, hein. Et puis si maintenant, je mets un peu de cette poudre magique, vous voyez, ça se tient sans problème. C'est pas en train de couler partout, on se rend pas compte du tout qu'on a mis 40% d'eau dans cette préparation, ce qui est monstrueux. Et là, on a l'impression d'avoir reformé une chair à saucisse qu'on pourrait remettre même dans une barquette. Ces phosphates, ce sont des humectants. Humectants, par définition, c'est je retiens l'eau, presque quelles que soient les conditions autour de moi. Des propriétés quasi magiques. Humectants, mais aussi stabilisants, acidifiants, antioxydants. Le phosphate est le 3e additif le plus présent dans notre alimentation. Et c'est bien le problème. Du E338 au E341, le E343 et les E450 et les E452, ces E sont partout. Dans les saucisses à pâte fine, mais aussi dans les sodas, les céréales, les soupes, les biscuits apéro et les crèmes glacées. Sans compter le phosphore, naturellement contenu dans les œufs, le fromage, la viande, le poisson ou les fruits de mer. Une omniprésence qui a poussé l'Agence européenne de la sécurité des aliments à tirer la sonnette d'alarme. Elle conseille de ne pas dépasser 2,8 grammes par jour pour un adulte de 70 kg. Au-delà, le consommateur s'exposerait à des problèmes de santé, selon un Laure Denant, nutritionniste. Devant toute cette avalanche de phosphates que l'on retrouve dans les différents produits ultra-transformés, eh bien, on est confronté à un problème, c'est qu'on peut réellement dépasser cette dose journalière. Or, le phosphate en grande quantité pourrait favoriser l'insuffisance rénale,
et aggraver l'insuffisance rénale. Ça concerne quand même 10% de la population, hein, donc l'insuffisance rénale. Donc c'est plutôt inquiétant. Certains fabricants, comme Erta, ont supprimé les phosphates. Ils les ont remplacés par des produits naturels, des fibres de blé et des protéines de pois. Problème, ils donnent du goût. Alors pour le dissimuler, les industriels n'hésitent pas à rajouter du sucre. Les knackis en contiennent 2 grammes pour 100 grammes de saucisses. On est bien loin de celle de Jérôme. Mais impossible de filmer dans ces grandes usines. Alors nous nous sommes tournés vers ceux qui fabriquent leurs machines. Sur le site de cette entreprise américaine, des robots ultra modernes, capables de produire jusqu'à 10 saucisses par seconde. Ici, pas de boyau naturel. Il est remplacé par du collagène ou du gel en alginate, un produit fabriqué à partir d'algues, encore moins cher. Quant à la main-d'œuvre, elle a disparu. Des bataillons de saucisses calibrées sortent à la chaîne pour une production de masse. Mais que valent ces knacks industriels? Ont-elles encore le goût d'une saucisse traditionnelle? Pour le savoir, nous avons convié de fins palais. Loïc Ballet, journaliste culinaire, Émilie Greenberg, auteur d'un livre sur la saucisse, et Antonin Bonnet, notre chef étoilé. Au menu, une knack premier prix, la knack de Jérôme, une knack de la marque Leader en supermarché, et enfin la knack de Metzger-Müller. Ça, c'est une saucisse. C'est la première, celle-là. Ouais. Au niveau de taille, c'est ridicule. C'est ouais. Pas une knack, c'est. Ouais. On dirait les saucisses au tofu de chez je sais pas qui. C'est ça, on a presque l'impression que c'est plus. Ça fait presque plus organique. Ça fait. Elle knack pas des masses. Hein. La deuxième, clairement. Autour maintenant de celle de Jérôme. Non, mais celle-là, elle knack. Voilà, on l'entend en mordant dedans, quoi. Elle est hyper agréable. Troisième saucisse, celle de la marque Leader. Nos spécialistes ne sont pas très enthousiastes. On doit la manger. C'est la troisième, bien qu'en la tenant. C'est un jouet. Ce qui est drôle, c'est qu'elle a plus du tout le goût de saucisse. Non. En fait, on est dans un truc, on dirait une sorte de mie de pain avec du goût ou avec des... Enfin... Bon, la troisième laisse tomber, quoi. La saucisse Metzger-Müller aura-t-elle plus de succès? Ah ouais. Moi, j'adore le goût de la dernière que je trouve très subtil. La quatrième, en tout cas, elle a une personnalité. Elle a un caractère et une personnalité. La deuxième, on sent plus fumée. La finale se joue entre la saucisse numéro 2, celle de Jérôme, et la numéro 4, celle de Metzger-Müller. Moi, je pense que je préfère la deuxième, la numéro 2. La 2, elle est plus dans ce qu'on attend. C'est sûr. Ouais, on a plus le fumé, on a plus la texture, on a la forme, on a... Et elle a plus de knack. Elle a plus de knack. Moi, j'aime bien cette deuxième. Et la quatrième, je pense, elle est presque surdosée en épices. Les masques tombent. Et voici le classement de nos goûteurs. Médaille d'or, la knack de Jérôme. L'argent, celle de Metzger-Müller. Et carrément disqualifiée, la saucisse premier prix et la marque Leader. C'est ex-aequo misérable. Et quand on leur donne les étiquettes de ces deux saucisses industrielles, c'est la consternation. Déjà, tu comprends rien à ce qu'il y a dans l'étiquette. E450, E451, E250, E262, E326, E300, E301, E316. Protéines de lait, dextrose, fibres de blé, levure, protéines de pois, arômes, céleri, blé, colorant, carmin, extrait paprika, antioxydants, isoscorbate de sodium, conservateur, nitrite de sodium, ferment, les salons. Ah non, mais là, ça, faut pas du tout. Pas du tout. Actuellement, aucun label ne protège ces saucisses. Les fabricants peuvent mettre ce qu'ils veulent à l'intérieur et les appeler knack. Une autre saucisse régionale a su se protéger. La Franche-Comté, une région verdoyante à la frontière suisse. La patrie du comté, des vaches montbéliardes et de la saucisse de Morteau. Le mets préféré du chef étoilé Hugues Drault. Pour sublimer cette charcuterie multicentenaire, il ne ménage pas ses efforts.
c'est du genévrier. On va l'utiliser ce soir pour griller la saucisse de Morteau. C'est une recette de mon père que j'ai gardée, donc que je fais toujours, qui est vraiment la recette rustique. Ça lui donne vraiment, vraiment un bon goût du Haut-Doubs. Dans la vallée du Doubs, à Villers-le-Lac, Hugues Drault dirige le France. Une étoile au Michelin depuis 1992. L'incontournable de sa carte, la saucisse de Morteau. Pas un jour sans qu'il ne la mette au menu. Donc là, on va griller nos saucisses. Voilà. Alors c'est vraiment là que ça va donner un bon goût de genévrier. Là, on entend justement, on entend crépiter et ça enlève donc l'excès de graisse. Voilà, là, celle-là, elle est prête. Et là, on voit, voilà, comme c'est craquelé. Et voilà. Pour laisser s'exprimer pleinement la Morteau, l'accompagnement est simple. Pommes de terre, oignons confits et la petite touche waouh, une salade fumée. On fume tout ici dans le Haut-Doubs, on fume tout. L'assiette du chef fait son petit effet. Voilà. Donc l'assiette régionale, saucisse de Morteau, pommes de terre tièdes, salade de moutarde fumée et brosies. Donc le brosie, c'est de la viande de bœuf séchée et fumée. Ça a l'air délicieux. Hein? Et puis on est du foie, donc la saucisse de Morteau n'a déjà pas de secret pour nous. Voilà. Mais vous en prenez quand même. Bien sûr. Mais pourquoi? Parce qu'on aime ça. Ou Tandis avec que les la lentilles, grillée, avec c'est une autre saveur, elle est très bonne. On vous la conseille. Hein. Voilà. La Morteau, c'est la base de l'alimentation en Franche-Comté, je pense. Morteau, d'ici, on se fait une saucisse salade. Hein. Bah oui. On se retrouve, on fait une saucisse salade. Il y a toujours à manger chez nous, voilà, il y a Morteau. Si les gens s'invitent pour l'apéro, on sort une Morteau, voilà. La Morteau, un incontournable de la Franche-Comté. Mais pas seulement. Partout en France, cette saucisse fumée a vu ses ventes s'envoler depuis 10 ans, plus 43%. Ce succès, elle le doit à l'IGP. Comprenez indication géographique protégée. Avec sa cousine, la Montbéliard, la Morteau est la seule saucisse IGP. Un label gage de qualité et qui garantit sa provenance. Seuls les producteurs de Franche-Comté peuvent en fabriquer. Pascal Nicolet est l'un des 29 producteurs régionaux. C'est de l'IGP, ça c'est pour la Morteau. Ouais. Morteau. Les épaules, puis après il y aura de la poitrine dans la recette. Contrepartie de l'IGP, Pascal doit répondre à un cahier des charges très précis. La nourriture des porcs doit contenir du petit lait. La teneur en gras est plafonnée, maximum 30%. Seule entorse à la tradition, le sel nitrité, un additif favorisant le cancer, mais autorisé par le label pour la conservation. On rajoute du sel nitrité, nous on est à 10 grammes par kilo, donc c'est déjà en dessous de la moyenne de ce qui est préconisé nationalement. L'IGP impose aussi la taille du hachage, pas plus de 8 mm. Et pas question de tricher. Si Pascal enfreint l'une de ces règles, on pourrait lui interdire d'utiliser le nom de Morteau. On est contrôlé 2 fois par année, c'est très strict. Tout est régi, toutes les étapes sont vraiment définies dans ce cahier des charges. Évidemment, le boyau doit être naturel et fermé avec cette petite cheville en bois. Quant au fumage, il se doit de rester traditionnel. Ici, c'est 48 heures minimum. La fumée, elle va se diffuser bien progressivement dans le produit, ça va bien traverser le boyau pour lui donner son goût. Et puis une belle couleur bien ambrée. Celles-là, on va les remettre un petit peu, on voit qu'elles sont encore pas un peu pâlottes. Pascal est l'un des rares fabricants à avoir conservé un tuyau à l'ancienne. Cette immense cheminée tout en bois de 15 mètres de haut était la pièce centrale des fermes franc-comtoises. Elle servait à chauffer la maison et à fumer les charcuteries pour les conserver. Alors ce feu, ça se présente bien, ouais. Ça se présente bien. Les saucisses sont fumées au sapin, l'arbre le plus courant dans la région. Baptiste est le seul maître fumeur de l'entreprise. Le spécialiste du feu. Son secret,
réaliser un feu qui va se consumer très lentement et dont la fumée va donner son goût si particulier à la saucisse. Pour la Morteau, l'IGP impose un fumage traditionnel. Mais qu'en est-il pour les autres saucisses fumées du marché? Sans aucune réglementation, les fabricants en font à leur guise. Et ils ont trouvé une méthode beaucoup plus rapide et beaucoup moins chère pour fumer leurs saucisses. Pour en savoir plus, il faut rejoindre le sud-est de la France. Nous sommes dans la ville des parfums, Grasse. Dans cette université, on forme de futurs aromaticiens pour la parfumerie, les cosmétiques et l'alimentaire. Au programme aujourd'hui, les filles, on va travailler sur la fabrication de l'arôme fumé. Xavier Fernandez est professeur de chimie. Aujourd'hui, il apprend à ses élèves à fabriquer un arôme qui reproduit le goût de la fumée. Pour cette expérience, pas de thuyer ni de sapin, mais un fumoir miniature et de la sciure. La fumée est envoyée avec ce petit tuyau. Et donc là, la fumée, elle est introduite dans l'huile. Ça bulle ici. Et donc tous les composés aromatisants générés par la fumée vont être piégés dans l'huile. Elle va se saturer au fur et à mesure. On va voir sa couleur changer au cours du temps. Et donc voilà, on a notre arôme fumé. Dans cette fiole, l'exacte réplique du fumage à l'ancienne. Et cette petite quantité d'arôme va permettre de fumer des dizaines de saucisses. Un gain de temps pour les industriels, mais pas seulement. En utilisant d'autres essences naturelles ou synthétiques, ils vont pouvoir multiplier les recettes. Saucisses fumées aux herbes, au thym, au romarin ou aux épices, les saucisses se déclinent à tous les goûts. On voit qu'on a toute une polyvalence sur ces arômes qui vont pouvoir réaliser différents types de saucisses. Et en goût, finalement, en changeant peu de choses, on va avoir l'impression de manger des aliments différents. On va mettre maintenant la main à la pâte. On est passé de la chimie à la partie cuisine. Étape suivante, la fabrication des saucisses. Quelques gouttes d'arôme et la chair est fumée. L'opération a pris quelques secondes seulement. On est loin des heures de fumaison de la Morteau ou même de la Knack. Le gain de temps, il est indéniable. On charge d'un côté la chair à saucisse, on va rajouter l'arôme. Alors là, on est en phase huile, ça peut être aussi de la poudre. Et en fin de sortie, c'est là où on peut mettre le boyau et fabriquer ces mètres et ces mètres linéaires de saucisses qui sont prêtes ensuite à être consommées. Les industriels ont vite compris les atouts de cet arôme. Dans leurs usines, ils aspergent carrément leurs saucisses de fumée liquide. Résultat, des milliers de saucisses fumées à la chaîne en quelques secondes. Problème, qu'il soit traditionnel ou artificiel, le fumage génère des HAP, des hydrocarbures aromatiques. À haute dose, ils sont reconnus toxiques pour l'organisme. Des arômes, des additifs, mais alors que reste-t-il de traditionnel dans nos saucisses? Un élément fait de la résistance. Le boyau. Qu'il soit de mouton ou de porc, en France, le boyau naturel est majoritaire face au boyau synthétique. Mais qui dit naturel ne dit pas forcément local. Lorsque vous croquez dans une saucisse, vous avez toutes les chances de manger un boyau qui a fait le tour du monde. Pour le mouton, tout commence en Nouvelle-Zélande ou en Australie, deux grands pays d'élevage. Ensuite, direction l'Égypte ou la Chine, qui est devenu le leader pour le traitement du boyau. Et enfin la France. Bilan entre 19 et 23 000 km. Pour le boyau de porc, le trajet est encore plus ahurissant. Le cochon peut être français, mais va quand même être exporté en Chine, pour être travaillé, puis retour à l'envoyeur. Au total, 30 000 km. Alexandrie est la deuxième plus importante ville d'Égypte et l'une des capitales du boyau. Dans la zone portuaire, l'usine Cherfé travaille le boyau depuis 4 générations. À sa tête, Mounir, et son entreprise ne connaît pas la crise. Chaque mois, 150 000 boyaux longs de 15 à 20 mètres passent entre les mains de ses 450 employés. Ces kilomètres d'intestins de porc ou de mouton ont voyagé dans ces fûts, en provenance du monde entier. Ça, c'est la salle d'arrivage
C'est des boyaux de moutons, de porc qui viennent d'Australie, Nouvelle-Zélande, Europe, Moyen-Orient, Amérique latine, de partout. Ça vient ici pour être travaillé. Car avant d'envelopper la chair des saucisses, le boyau doit se faire une beauté. Vidé de la matière fécale dans les abattoirs, il est ici gratté, c'est-à-dire vidé d'une muqueuse graisseuse. 150 employés réalisent ce grattage à la main. Vous voyez ce qu'on fait sortir? C'est un travail très très fin et qui a besoin de beaucoup d'expertise, peu de pression, que ça peut ou déchirer le boyau ou ne pas bien le nettoyer. 10 à 15 000 boyaux sont grattés chaque jour. Ils sont ensuite triés. Dans cette immense salle, 300 employés déterminent la qualité et le diamètre du boyau. Reste à les mesurer et à les grouper par masse de 90 mètres. Avec une masse, un charcutier fera 22 à 25 kilos de saucisses. Ces opérations très minutieuses ne peuvent être effectuées qu'à la main. Résultat, ce savoir-faire a quasiment disparu en France. Ça ne se fait plus ailleurs que chez nous, en Chine, au Maroc probablement, dans quelques pays où il y a une main-d'œuvre qualifiée et pas chère. Quelque chose qui n'existe plus en Europe ou dans le monde occidental. Dans cette usine, les salariés les plus expérimentés gagnent 13 € par jour. Près de 4 fois moins que le salaire minimum net en France. Des écarts énormes qui ont incité au transfert de l'activité. La matière première vient d'un endroit, le produit fini va ailleurs, il s'arrête en route pour être travaillé. Donc c'est vraiment la mondialisation et la globalisation de l'économie. Nos boyaux Globetrotter voyagent à travers le monde dans ces containers. Un transport par bateau coûteux, mais compensé par la grande valeur de la marchandise. Chaque fût vaut entre 8 et 10 000 € et permet de fabriquer plus de 12 tonnes de saucisses. De l'or transparent qui finira dans les rayons de votre supermarché ou dans la vitrine de votre boucher charcutier. Car ces petits artisans représentent 10% des ventes de saucisses en France. Mais sont-ils vraiment la solution pour être certain d'acheter un produit artisanal de qualité? Dans la banlieue de Toulouse, à Colomiers, c'est jour de marché. Et dans les paniers, il y a un incontournable, la fameuse saucisse de Toulouse. Alors je crois que c'est à vous, madame. Vous n'avez pas de chance, vous tombez sur moi. Ça ira. Jean-Marc Marty est charcutier depuis 30 ans. Il a fait de cette saucisse une religion. Et son credo? Vous le savez, on le dit, on le répète depuis 30 ans, on ne pique pas notre saucisse pour la faire cuire. Jamais. Voilà, il n'y a pas d'eau à l'intérieur, comme ça elle garde tout son jus et on se régale. La saucisse représente 60 à 70% de notre chiffre d'affaires, c'est notre cheval de bataille. Les gens nous connaissent pour la saucisse de Toulouse, puisqu'on a commencé avec la saucisse de Toulouse. Vous avez une poche? Faire attention, elle est trop fraîche, elle gigote encore, hein. Des fois elle s'échappe. Et côté client, pas question d'acheter la saucisse ailleurs. Moi, à chaque fois que j'ai essayé d'autres marchands, j'ai jamais pu retrouver cette qualité-là. Pour moi, c'est la meilleure saucisse du coin. C'est-à-dire que je ne cherche plus ailleurs. Quand on est satisfait, on reste fidèle. Pourquoi chercher ailleurs? Le jour où il ferme, par contre, je serai mal, mais bon, voilà. La recette de ce succès, des saucisses de qualité faites maison à quelques kilomètres de là. C'est ici, dans ce grand laboratoire, que Jean-Marc Marty confectionne sa charcuterie, avec une équipe de 15 salariés. Salut les gars. Allez, en forme pour une matinée? Alors là, on va préparer la saucisse de Toulouse. 4 ingrédients seulement. De l'épaule, de la poitrine de porc, du poivre moulu et du sel. Aucun additif, ni colorant, ni sel nitrité. Reste ensuite à l'enrouler en spirale. Tout un art. Comme un pizzaiolo, il va faire sa pâte, nous, on va enrouler notre saucisse. On la respecte quand on la fabrique et on la respecte quand on la manipule. Jean-Marc Marty et son équipe fabriquent 1 tonne à 1,5 tonnes de saucisses par semaine. La saucisse de Toulouse, évidemment, mais aussi des saucisses fumées, du boudin et des knacks. Dans cette charcuterie, tout est fait maison, mais ce n'est pas la règle partout.
De la même façon qu'il y a des boulangers qui ne fabriquent pas leur pain, il y a des charcutiers qui ne fabriquent pas leurs saucisses. Et beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Ils vont prendre des poches, ouvrir des cartons et mettre dans leur vitrine. Donc c'est des marchands. Mais j'aime trop mon métier et je respecte trop mes clients pour faire différemment. Je gagnerais plus en achetant, en revendant, je n'aurais pas besoin de personnel. Je ferais comme beaucoup font, mais ce n'est pas mon métier. Les grandes surfaces savent le faire, pas moi. Surprise, certains charcutiers ne fabriqueraient pas eux-mêmes leurs saucisses. Voilà la belle saucisse. Mais face à la vitrine de son commerçant, le consommateur n'a aucun moyen de le savoir. Fabrication maison, origine de la viande ou encore ingrédients, pour la saucisse, les bouchers charcutiers n'ont aucune obligation légale d'afficher ces informations. Le seul étiquetage obligatoire, le prix. Pour en savoir plus, nous nous sommes tournés vers les distributeurs alimentaires dédiés aux professionnels. Chez le leader du marché, nous nous faisons passer en caméra cachée pour de futurs charcutiers. Vous avez des saucisses, chorizo, tout. 100% porc, vous avez de la volaille, le bœuf. Acheter des saucisses pour les vendre sur l'étal de notre future charcuterie n'a pas l'air de surprendre le chef du rayon, ni le commercial. Est-ce que c'est raisonnable d'acheter des choses ici et de vider une barquette dans une vitrine, quoi? Alors oui, parce que vous avez trouvé des vrais produits. Notre boulot, c'est d'aller sélectionner le producteur, de façon à ce que vous ne passiez pas pour un rigolo. Aujourd'hui, on fournit des étoilés. Ils ne veulent pas le dire, mais on fournit des étoilés. Et des grands charcutiers aussi, pareil. Bien évidemment. Il y en a beaucoup qui le font. Pomona, France Frais, Transgourmet ou les grossistes de Rungis, tous les grands réseaux de distribution alimentaire fournissent les charcutiers. Sur leurs pages internet, des centaines de saucisses à portée de clic. Nous avons contacté plusieurs de ces grossistes, toujours dans notre rôle de future charcutière. Et par rapport aux confrères, est-ce que c'est pas mal vu d'acheter sa saucisse à l'extérieur plutôt que de la faire soi-même? Vous saviez, beaucoup de bouches avec qui on travaille et qui prennent presque 90% de leurs marchandises de chez nous et qui produisent rien d'eux-mêmes. Ah oui. Vous n'inquiétez pas, vous êtes loin d'être les seuls. Il n'y en a pas beaucoup qui font leurs pâtes eux-mêmes, il n'y en a pas beaucoup qui font leurs saucisses eux-mêmes et ainsi de suite. Oh, je vais dire que la moitié des clients ne les font pas eux-mêmes, quoi. D'accord. À peu près. Non, alors là franchement, on a plein de charcuteries qui nous commandent tous les jours des produits. Ah oui, d'accord. Pour aller vendre au marché ou pour vendre dans leur commerce. Apparemment, ces pratiques ne choquent personne. Mais que valent ces saucisses? Où se fournissent ces grossistes? D'après leur site internet, ils achètent à de petites entreprises comme à de gros industriels et sont capables du meilleur comme du pire. La matière première de cette saucisse de Strasbourg, par exemple, provient de 15 pays différents et contient des additifs. Ou encore cette knack, dont la liste des ingrédients est longue comme le bras. Sucre, phosphate, arômes fumés, exhausteur de goût, sel nitrité, un cocktail détonnant. Ces saucisses bas de gamme se retrouvent donc dans la vitrine de certains artisans. Nous avons interrogé le patron de la Confédération des charcutiers traiteurs sur ce manque de transparence. Ah non, c'est pas une surprise et je me bats là-dessus. Parce que moi, je veux pas qu'on trompe le consommateur. Moi, je veux que le consommateur, quand il va chez un charcutier, et à la limite, s'il a un doute, il lui pose la question. Mais quelqu'un qui affiche charcutier, automatiquement, il doit fabriquer 80% de ses fabrications en charcuterie. Moi, ce que je dis à mes troupes, c'est que si on ne fait pas, ben, on ne vend pas. Et puis au pire, vous me parlez de votre knack, là. On a le droit de ne pas tout faire, mais à condition qu'on mette un produit d'excellence en compensation. Et le dire. Et le dire. Décrypter les étiquettes, demander si c'est fait maison, trouver une saucisse de qualité exige de mener sa petite enquête ou de relever ses manches. Car les plus courageux ont trouvé une solution, la confectionner eux-mêmes. Dans cette boucherie-charcuterie parisienne du 10e arrondissement, Simon Bricard fabrique tout maison. Et tous les jeudis, c'est atelier saucisse. En 3 heures et pour 79 €, ces Parisiens vont apprendre à fabriquer une saucisse fraîche de A à Z. Et le boucher entre direct dans le vif du sujet. Alors là, je travaille, mais après, ça va être à vous de travailler. Et vous allez un peu
D'énerver, retirer du gras, retirer la couenne. Autour des apprentis charcutiers. Elle est fan de saucisses depuis la nuit des temps, donc... J'adore ça, on en mange quasiment toutes les semaines tout le temps, plein de différentes, donc c'est un cadeau original qui va bien. J'adore tout ce qui est artisanat et puis oui, j'aime bien comprendre ce que je consomme aussi, savoir ce que je consomme, je trouve ça hyper important. Ça c'est du muscle, c'est de la viande, hein. Ouais, y a pas de problème. Ici, on apprend à réaliser une saucisse 100% naturelle. C'est de revenir un peu aux choses traditionnelles, du sel, du poivre, du cochon. On n'a pas autre chose, on n'a pas de nitrite, on n'a pas de produits chimiques. En tout cas, on les fait comme ça ici. Viande, gras, sel, poivre, les élèves laissent ensuite parler leur créativité. Mais il y a une règle à respecter. On va pouvoir rajouter 1 ou 2 épices ou 1 ou 2 herbes. On peut aller jusqu'à 3 maximum. S'ils veulent reproduire la recette à la maison, ces charcutiers en herbe devront faire quelques investissements. D'abord, un hachoir. Prochain cadeau d'anniversaire peut-être. Donc là, le but, ça va être de faire une boule, de mettre au-dessus, et schlac. C'est important le bruit. Voilà. Non, vas-y, c'est pas mal. Et plus haut, tu prends plus de lancer. Là, c'est bien. Deuxième machine indispensable, le poussoir pour embosser la saucisse. Encore faut-il réussir cette étape délicate. Pas que tu la retiennes, mais en même temps, il faut que tu la retiennes. C'est ça que c'est pas évident. Hein. Là, on est bien, là. C'est un bon diamètre. C'est pas mal, c'est bien pour des débutants, c'est bien. Les élèves repartiront avec leurs saucisses, qu'ils dégusteront à la maison. Mais attention aux gourmands. Le programme Nutrition Santé recommande de ne pas manger plus de 150 grammes de charcuterie par semaine, soit environ une seule de ces saucisses. C'est que la saucisse, c'est un truc tout simple, hein, mais c'est un super produit qui est vraiment génial. Quand c'est bien fait, c'est super. Et voilà la saucisse.